Dommage qu'on ne puisse pas télécharger une meilleure météo. Allez, fais-moi un beau sourire. Cheese! Tel que je connais Pierre, il va maintenant télécharger cette photo sur notre page internet. En attendant, j'en profite pour vous dire bonjour et bienvenue dans Xenius, aujourd'hui à Berlin. Et voilà, c'est fait. C'est vrai? Comme le selfie des Oscars. Oui, ça va très vite. Dans une grande ville comme ici, la connexion Internet est ultra rapide. Mais Dörte et moi avons déjà séjourné dans des endroits très reculés en Europe, et là, il fallait vraiment faire preuve de patience pour pouvoir envoyer un simple email. En effet, aujourd'hui, nous allons justement nous demander à quoi cela est dû. La connexion à haut débit pour tous, c'est notre thème du jour. Nous serons accompagnés par des experts du DFN, le réseau allemand de recherche en télécommunications. Son centre de traitement de données se trouve en plein cœur de Berlin. Mais avant cela, nous allons tenter de comprendre comment les données sont transmises d'un ordinateur à un autre. Internet est un réseau informatique résultant de l'interconnexion des ordinateurs du monde entier. Chaque machine peut communiquer avec une autre par le biais d'un codage binaire associant les chiffres 0 et 1. Au début d'Internet, on transfère uniquement du texte, car il représente un volume de données dérisoire. On mesure celui-ci en bits et en octets. Une page de livre convertie en 0 et en 1 par un ordinateur représente environ 2 kilooctets. Un gros livre équivaut quant à lui à 4 mégaoctets. Mais comment fonctionne le transfert des données? Au début, celui-ci se fait par le biais du réseau téléphonique. Les fils cuivrés des lignes déjà en place sont reliés à un modem qui convertit les signaux numériques de l'ordinateur en bips sonores. La numérisation d'un livre entier engendre un grand nombre de bips et par conséquent un long délai d'attente. Le transfert des données s'effectue sous forme de paquets qui parcourent de grandes distances avant de se réassembler au niveau du destinataire. Notre modem atteint une vitesse de transmission de 32 kilooctets par seconde et notre livre peut être transféré en une vingtaine de minutes. Les années 1990 connaissent une nouvelle avancée technologique. Les signaux numériques remplacent les bips analogiques du modem. Les techniques de compression, quant à elles, ne cessent de s'améliorer. La vitesse de transfert augmente et permet aux usagers d'envoyer des fichiers de plus en plus volumineux, tels que des photos ou des vidéos. Mais les fils de cuivre des lignes téléphoniques commencent à atteindre leurs limites. La solution? La fibre optique, qui permet un accès Internet à haut débit. Le déploiement de cette nouvelle technologie engendre de vastes travaux dans les grandes villes. À Paris et à Berlin, la vitesse de transmission moyenne s'élève désormais à 16 mégabits par seconde. Notre livre peut maintenant être transféré en quelques secondes seulement. Mais en zone rurale, la fibre optique tarde à être installée. Pour désenclaver les régions défavorisées en matière de connexion Internet, les données sont de plus en plus souvent envoyées par ondes radioélectriques, les mêmes ondes que celles utilisées par nos smartphones. Jochen Patler? Bonjour. Bonjour, nous voilà. Bienvenue à vous. Merci. En tant que directeur du réseau allemand de recherche en télécommunications, vous êtes, j'imagine, surchargé de travail. Aidez-moi à comprendre une chose. Quand je me rends sur un site internet, comment des données informatiques provenant de l'autre bout du monde parviennent-elles à être transférées sur mon ordinateur? Ce n'est pas difficile à comprendre. Nous allons prendre un exemple précis et je vais vous montrer. D'accord, super. On pourrait faire un tour sur le site d'Arte. Ah oui? Que se passe-t-il lorsque j'essaie d'ouvrir cette page Internet? Prenons l'une de vos dernières émissions. En tapant sur le clavier de mon ordinateur, j'ai en quelque sorte créé des données. Celles-ci ont atterri dans ce petit ordinateur par le biais de ce câble sous forme de paquets. C'est un peu comme des colis postaux sur lesquels figure une adresse. Et ensuite, que va-t-il se passer? Le petit ordinateur va à son tour transférer ces données. Celles-ci vont passer par ce câble situé derrière l'appareil. Et puis, vous voyez ici une gaine qui contient plusieurs câbles. Si on y regarde d'un peu plus près, on aperçoit ici des câbles violets. Et c'est par là que les données vont poursuivre leur chemin. Ici, on peut voir tous les serveurs dont nous avons besoin pour ce bureau.
C'est bruyant ici. On retrouve ici les câbles violets. Ils proviennent des différents bureaux. Il y en a un par bureau et ils se regroupent ici. Ils passent par là, par ce chemin de câbles et vont jusqu'à cet appareil. Il s'agit de la pièce maîtresse d'Internet. C'est ce qu'on appelle un routeur. C'est lui qui décide de la trajectoire que les données vont prendre à l'aide des adresses qui figurent sur les paquets de données. Ceux-ci vont donc de routeur en routeur jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destinataire. Nous sommes actuellement à Berlin. C'est le point où se situe notre serveur, celui que nous venons de voir dans la salle des serveurs. Les données circulent par le biais de notre réseau de fibre optique d'un point à un autre. À chaque point se trouve un routeur qui décide de la direction que vont prendre les paquets de données. Mais il ne s'agit pas du même réseau Internet que celui que nous utilisons à la maison. C'est un réseau uniquement consacré à la recherche. Tout à fait. Les scientifiques de notre institut disposent de leurs propres serveurs, car ils ont des exigences très particulières pour leurs recherches, qui engendrent une énorme quantité de données. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin de leur propre réseau. Mais nous ne souhaitons pas échanger une énorme quantité de données, juste lire une vidéo. Pourrions-nous visionner une de nos émissions? Bien sûr, nous pouvons en lire une. Du coup, on risque de parler 2 fois plus vite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, ça mouline déjà. Apparemment, le serveur qui héberge cette émission est un peu lent. Une connexion dépend de différents ports sur lesquels arrivent les données et qui peuvent parfois tourner au ralenti, comme c'est le cas maintenant. Parfois, le réseau est saturé. Cela est dû au grand nombre de paquets de données que le routeur réceptionne. Celui-ci veut ensuite les transmettre à un autre par le biais d'une liaison qui peut être saturée. Les paquets de données sont donc obligés de patienter, comme dans un embouteillage, et ce n'est que lorsque le réseau sera désengorgé que les paquets en attente pourront à nouveau circuler. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup d'échanges de données entre Berlin et Strasbourg, ou qu'un grand nombre de personnes est en train de regarder en même temps cette vidéo? Ou s'agit-il tout simplement d'un embouteillage général? Le fait qu'un grand nombre d'internautes visionnent la vidéo en même temps peut en effet créer un embouteillage. C'est ce qu'on appelle communément une heure de pointe. Il s'agit d'une période durant laquelle un grand nombre de personnes est connecté à Internet. Elles sont peut-être toutes chez elles en train de visionner cette vidéo sur leur ordinateur. Et quand le réseau est saturé, il se passe exactement ce que l'on voit à présent à l'image. Le réseau est déjà saturé alors que nous sommes au cœur d'une grande ville et que nous bénéficions d'une excellente connexion Internet. Mais alors, qu'en est-il de ceux qui vivent loin des grandes villes? Que l'on soit à Paris ou à Berlin, on rencontre rarement des difficultés pour surfer sur Internet et échanger des données. Les habitants de la plupart des métropoles se sont habitués à disposer d'une connexion Internet d'au moins 16 mégabits par seconde. Mais dès qu'on quitte la ville, la situation est tout autre. La petite commune de Verneuchen se situe à seulement 25 km à l'est du centre-ville de Berlin. Et pourtant, sa connexion Internet est bien loin d'égaler celle de la capitale. Mais à quoi cela est-il dû? Après la réunification allemande, un raccordement par fibre optique dit Opal est déployé à travers tout le pays. Une technique de pointe pour l'époque, mais qui s'avérera plus tard incompatible avec l'ADSL. Un coup dur pour les habitants, notamment pour les entrepreneurs tels que Hermann Müller, qui avait pourtant choisi volontairement d'implanter son entreprise dans la petite ville. Nous avons emménagé ici pour 2 raisons. La première, c'est qu'à l'époque, nous avions racheté cette entreprise. Et la deuxième, c'est qu'en 2002, un système de fibre optique avait été installé dans la région. Celui-ci avait servi de terrain d'essai pour la Deutsche Telekom, ce qui représentait pour nous un gros avantage parce qu'on se trouvait à la périphérie de Berlin avec la meilleure des liaisons téléphoniques. Mais le raccordement par fibre optique Opal ne permet pas d'utiliser le système de l'ADSL. L'ADSL, ou DSL pour nos voisins allemands, désigne une ligne de raccordement d'abonnés numériques à haut débit. Les appareils qui utilisent les technologies sans fil se connectent quant à eux via des ondes radioélectriques en 3G, 3G+, ou 4G. Pour nombre d'entrepreneurs, l'accès au haut débit est d'une importance capitale. Hermann Müller était même sur le point de déménager le siège de sa société en raison de la lenteur de sa connexion Internet. Il nous est impossible de travailler dans de telles conditions. De plus, cela nous désavantage par rapport à la concurrence. Nous essayons donc de compenser ce manque tant bien que mal à l'aide de moyens archaïques ou au contraire très innovants. Une solution? Enregistrer de grandes quantités de données sur des clés USB, puis les envoyer au destinataire par courrier.
À Verneuchen, on s'entraide comme on peut. L'entrepreneur et ses 2 filles accèdent à Internet par ondes radioélectriques à l'aide d'une clé 3G. Inconvénient, le téléchargement de fichiers volumineux tels que des vidéos sature le réseau, ce qui ralentit la vitesse du transfert des données. J'ai une clé 3G avec un crédit d'1 gigaoctet. Elle coûte 10 €, mais au bout de 5 jours, elle est souvent épuisée et je suis obligé de la recharger. C'est pas comme ça que je conçois l'utilisation d'Internet. Je préférerais pouvoir accéder aux sites que je consulte plus rapidement. Quand je veux acheter quelque chose sur eBay, cela prend trop de temps. Je peux pas renchérir parce que je n'arrive pas à actualiser la page. Le renforcement du déploiement de la technologie sans fil est censé propulser les villages isolés dans l'ère numérique. Des pylônes équipés d'antennes 4G sont également installés dans plusieurs Länder d'Allemagne. 4G désigne la dernière génération de standards de téléphonie mobile. La vitesse de transmission de la 4G est de 100 mégabits maximum par seconde. Les données sont directement transmises aux antennes relais des zones d'habitation dans un périmètre de 10 km. À première vue, cette technologie semble parfaitement adaptée pour désenclaver les zones rurales. C'est pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile doivent offrir en priorité une connexion Internet 4G aux villages isolés. C'est en tout cas ce que préconise l'Agence fédérale des réseaux. Mais malgré l'installation d'une box dans son entreprise pour la modique somme de 350 €, Hermann Müller doit souvent faire preuve de beaucoup de patience pour transférer des données à ses clients. Car la 4G présente aussi des faiblesses. Avec une connexion 4G, le volume de données est limité par une grille tarifaire. Il faut donc veiller à trouver un fournisseur d'accès à Internet mettant à disposition un volume de données conséquent. Mais bien entendu, cette prestation coûte beaucoup plus cher. Une grosse compagnie de transport en commun, par exemple, a besoin que tous ses ordinateurs puissent faire leur mise à jour, mais aussi envoyer et recevoir des emails volumineux. Si un grand nombre d'abonnés du village se connectent simultanément sur la même antenne relais, le réseau est rapidement saturé et la connexion ralentit. Le système de la 4G n'est donc pas une solution optimale pour les habitants de Verneuchen. Nous sommes évidemment très en colère, car on entend constamment parler d'un soi-disant développement du réseau Internet de la périphérie de Berlin. Une zone industrielle a même été aménagée ici. Mais à quoi bon s'il n'y a aucun moyen de communication fiable? La connexion à haut débit est donc devenue un facteur d'implantation décisif pour les entreprises. On estime en effet que le volume global de données échangées augmente chaque année de manière exponentielle. Monsieur Patlor, la 4G vous semble-t-elle être une bonne alternative? La 4G ne serait en aucun cas une solution adéquate pour notre réseau. Il s'agit d'une technologie sans fil qui présente 2 inconvénients. Premièrement, la connexion peut souvent être interrompue. En cas de pluie ou de neige, ça ne fonctionne pas bien. Et personne n'a envie de suivre une opération en direct avec une image qui saccade constamment. Deuxièmement, les débits disponibles sont loin de pouvoir transférer la totalité des données testées par nos chercheurs. À propos de débit disponible, nous allons maintenant utiliser Dörte comme cobaye pour mener une petite expérience au cours de laquelle nous allons tester divers types de débit. Nous allons chatter avec Dörte qui se trouve dans la pièce d'à côté, un chat en haute définition. Oui, il s'agit d'une qualité équivalente à la télévision en haute définition. Cela suffit à transmettre une image d'excellente qualité. C'est la meilleure définition que puisse avoir un système de vidéoconférence. Et quel résultat on obtiendrait avec un débit de très mauvaise qualité? Un débit de mauvaise qualité donne les images qu'on obtenait à l'époque des modems, soit une vitesse de 128 kilobits par seconde. Je peux vous faire une démonstration. Nous risquons de ne plus voir grand-chose. Voyons ce que ça donne. Dörte? Oui, je suis là. On t'entend, mais l'image est saccadée. Est-ce que tu peux bouger? Oh mon Dieu! Ça donne quelque chose d'amusant. On constate que le son nous parvient parfaitement. La vitesse de connexion est suffisante pour ça. Mais pour ce qui est de l'image, personne ne supporterait de participer à une vidéoconférence d'une telle qualité. Quelle est la vitesse moyenne d'une connexion Internet dont on dispose chez soi? À la maison, je dirais 768 kilobits. Tenez, on va essayer. C'est déjà bien. Pas mal, oui. Peut-on appeler cela une connexion à haut débit? C'est une excellente question.
Ceux qui veulent vendre du haut débit vous diront qu'il s'agit d'une connexion à haut débit. Mais honnêtement, dans ce cas précis, on peut difficilement parler de haut débit. La qualité est bien moins bonne que tout à l'heure. Peux-tu faire quelques mouvements, Dörte? Mais c'est ce que je fais. C'est juste que vous ne vous en rendez pas compte, tellement la connexion est lente. Mais pour une connexion chez soi, ce serait suffisant. Ou du moins, il faudrait s'en contenter. Votre travail consiste à essayer d'améliorer ces technologies. Que peut-on envisager pour l'avenir? Les chercheurs foisonnent toujours d'idées pour gérer des quantités de données de plus en plus importantes. Nous voulons toujours aller plus loin avec nos expériences. Nous planchons actuellement sur des technologies permettant d'optimiser l'utilisation de la fibre optique. Nous aimerions pouvoir transférer 10 fois plus de données. Notre objectif, notre rêve, et nous réussirons à le concrétiser d'ici les prochaines années, est de mettre en place une connexion à 1 terabit par seconde, soit 1 million de mégabits par seconde. Quelle rapidité, merci beaucoup. Mais on va maintenant rétrograder d'une vitesse, de 2, voire de 3. À Bure, près de Cologne, la connexion Internet était tellement lente que les habitants ont décidé de prendre eux-mêmes les choses en main. Puisque les communes alentours ont accès à l'Internet à haut débit, il suffit de s'y raccorder. Je crois que chacun sait ce qu'il a à faire. Je vous souhaite un bon travail. On y va. Nous avons réuni le conseil municipal pour réfléchir ensemble à la création d'une association qui permettrait de désenclaver notre commune. Jusqu'ici, la connexion Internet dont disposait le village était suffisante, si on peut dire. Mais on s'est rendu compte par la suite que si les communes voisines bénéficiaient d'une meilleure connexion, Bure serait alors fortement désavantagée. La commune de 200 âmes souffre déjà d'un important bouleversement démographique. Faute de commerce, de banques et d'établissements scolaires, les jeunes s'en vont. Pour remédier au problème, les habitants de Bure ont décidé de mettre leur savoir-faire au service de leur commune. C'est Hans-Werner Müller qui dirige l'opération. Ce conducteur d'engin âgé de 66 ans est originaire du village. Je suis propriétaire d'un appartement que je loue et la première question qu'on me pose, c'est toujours « Qu'en est-il de la connexion Internet? Ça marche bien ?» Nous tenons également à conserver un peu d'animation dans le village. J'ai de plus en plus de mal à louer mon appartement. La plupart d'entre nous a investi beaucoup de temps et d'argent dans sa maison et nous souhaitons désormais récolter un peu les fruits de notre travail. Aucun fournisseur d'accès à Internet n'est prêt à investir dans le déploiement de la fibre optique à Bure, ce serait trop peu rentable. Même le plus important opérateur de télécommunications d'Allemagne est incapable de prédire quand chacune des communes du pays pourra bénéficier de la précieuse technologie. Ces dernières années, nous avons déployé la fibre optique dans de nombreuses communes allemandes, comme aucun autre fournisseur d'accès à Internet. Nous intervenons dans le moindre village du pays, mais nous ne pouvons malheureusement pas nous occuper de tout le monde en même temps. Certaines localités doivent toutefois faire preuve de patience, notamment celles avec une faible densité de population et qui manquent de trésorerie, pas assez rentable aux yeux des fournisseurs d'accès. Et cela bien qu'il n'ait pas à installer la fibre optique directement dans les habitations, mais seulement à tirer des câbles jusqu'au nœud de raccordement abonné, dit NRA, le plus proche. Les compagnies de téléphonie mobile misent désormais sur le déploiement du VDSL2 ou accès Internet à très haut débit. Avec cette technologie de vectorisation, il n'est pas nécessaire d'effectuer de gros travaux. Il suffit de tirer une nouvelle fibre jusqu'au NRA suivant. La paire cuivrée de fils déjà en place relie ensuite le NRA au domicile des abonnés. Sur ce dernier tronçon, la vectorisation des signaux permet de compenser les perturbations électromagnétiques entre les deux fils de cuivre et la vitesse de connexion peut ainsi être doublée. Stefan Adams, directeur de la BRECO, l'association allemande des fournisseurs d'accès Internet, souligne toutefois les limites du VDSL2. Le VDSL2 est une technologie efficace qui fournit un meilleur débit, mais elle ne peut pas faire office de remède universel, notamment au sein des zones rurales. En effet, plus la distance entre le nœud de raccordement et le domicile de l'abonné est grande, moins la vectorisation est efficace. Mais alors, comment les petites localités peuvent-elles accéder à l'Internet à haut débit ? À Bure, les habitants ont trouvé un compromis. Ils se chargent eux-mêmes d'enterrer les fourreaux à câbles, tandis que la Deutsche Telekom tire la fibre optique. Comme il s'agit d'une opération coûteuse, les habitants ont choisi la trajectoire la plus courte à travers le village.
Chaque pavé est retiré péniblement, puis remis à sa place. Bure ne bénéficie d'aucune subvention, notamment de la part de l'UE, car selon les directives européennes relatives au déploiement du réseau Internet à haut débit, la connexion de la commune est suffisante. Au niveau de ce nœud de raccordement, nous avons relevé une vitesse d'environ 3 mégabits par seconde. D'une part, c'est très lent. Et d'autre part, il faut savoir qu'en réalité, les habitations situées à la périphérie du village ne bénéficient pas d'une connexion de 3, mais de 1 à 1,3 mégabits par seconde. C'est une vitesse dérisoire. Mais les organismes de financement s'en moquent, car ce qui les intéresse, ce sont uniquement les mesures relevées dans les nœuds de raccordement de la commune. Après 7 mois de dur labeur, les habitants de Bure sont enfin venus à bout de leur chantier. Environ 600 mètres de fourreaux ont été installés par leurs soins. L'accès au haut débit ne devrait bientôt plus tarder. Tu crois que la commune de Bure a enfin le haut débit? On n'a qu'à se renseigner? Oui, on peut toujours essayer. Appelons Monsieur Jöpen. Monsieur Jöpen? Oui, bonjour. Bonjour, vous nous voyez? Vous nous entendez? Notre connexion est très lente. Oui, la fibre optique n'a toujours pas été installée. Ah bon, toujours pas? Apparemment pas. Vous arrivez à nous entendre? On ne vous entend. Oh non. Fin de la communication. Bon, je crois que nous avons la réponse à notre question. Bure n'a toujours pas de connexion Internet à haut débit. Tout ça pour ça. Tant d'efforts en vain. En France, certaines communes connaissent le même sort. De nombreuses régions bénéficient d'une connexion Internet très lente, comme la Lorraine par exemple, ou encore la Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment dans les zones non touristiques. Mais cela devrait changer à l'avenir. C'est d'ailleurs indispensable pour permettre à la France et à l'Allemagne d'être toujours à la pointe en matière de télécommunications. Même les meilleures connexions Internet d'aujourd'hui finiront par être obsolètes demain. Les chercheurs prévoient une augmentation incessante du volume de données. C'est pourquoi ils planchent depuis bien longtemps sur des moyens de transmission alternatifs. À l'Institut Fraunhofer Heinrich Hertz de Berlin, des chercheurs travaillent au développement de la technique des communications optiques en espace libre par laser qui permet de transmettre des données rapidement et sans perte de qualité. Ronald Freund et son équipe sont déjà en mesure d'envoyer des données à une vitesse de transfert élevée d'un bâtiment à un autre. Nous utilisons la technique des communications optiques en espace libre pour connecter nos différents sites de recherche. Ainsi, entre le quai Einstein et le quai Salz à Berlin, qui se trouvent à 170 mètres environ l'un de l'autre, nous parvenons à transférer 1 gigabit de données par seconde. Notre système tombe en panne moins d'1 heure par an, même en cas de mauvais temps comme aujourd'hui. 1 gigabit par seconde. Un système 1000 fois plus rapide qu'un réseau de connexion d'un abonné moyen. Mais cette technologie va encore plus loin. En conditions de laboratoire, les chercheurs atteignent même une vitesse de transfert de données 10 fois plus élevée. Ils utilisent pour cela les mêmes longueurs d'onde que pour les fibres optiques les plus performantes. Cette longueur d'onde présente plusieurs avantages. Elle permet de renforcer la puissance des émetteurs, ce qui leur confère une portée plus importante et augmente la vitesse de transfert des données. L'avantage de ce système par rapport à la fibre optique est flagrant. Pas besoin de creuser des tranchées pour tirer des câbles coûteux. Encore faut-il qu'il ne rencontre aucun obstacle sur sa trajectoire. Les bâtiments, le brouillard, mais aussi le mauvais temps peuvent en effet affecter considérablement l'efficacité de la transmission. Cette technologie ne remplacera pas la fibre optique, mais elle peut la compléter, notamment partout où des lignes de transmission optique doivent être mises en place en urgence, comme en cas de catastrophe, lorsque les moyens de communication doivent être rétablis rapidement. Ce système peut également servir à connecter différentes antennes relais, dans le but d'augmenter la vitesse de transfert des données des émetteurs, mais aussi d'établir une connexion entre les antennes relais et le réseau fixe. Même si les scientifiques planchent activement sur de nouvelles technologies en matière de télécommunications, l'utilisation du réseau de fibre optique reste pour le moment incontournable. Aujourd'hui, la météo ne se prête pas à une transmission par laser.
Il est donc grand temps de faire avancer la recherche en matière de connexion Internet à haut débit. Et pour cela, les pouvoirs publics sont prêts à investir plusieurs milliards d'euros. En Allemagne, un plan national à grande échelle prévoit de fournir à l'ensemble du pays une connexion Internet à haut débit d'une vitesse de 50 mégabits par seconde. Et la France prévoit d'investir 20 milliards d'euros dans le plan France très haut débit. Nous verrons bien si ce plan arrivera jusqu'au fin fond de l'Auvergne. À la prochaine, au revoir. Au revoir, et restez curieux.